Eh bien, Ça, pour c'est respecter important. les horaires, on va commencer cette session sur les atteintes pancréatiques et gastro-intestinales, avec en première intervention le retour sur l'enquête nationale des problématiques digestives des patients atteints de mucoviscidose, résultats de l'enquête qui vont être présentés donc par Marine Collot, qui est interne de pédiatrie à Limoges et qui a travaillé avec Vaincre la mucoviscidose sur ce questionnaire. Et puis Anne-Sophie Duflot, infirmière à Vaincre la mucoviscidose. On vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. On est heureuse de vous voir tous à l'atelier, enfin bien présents, bien nombreux. Alors juste un petit préambule. Comme on vous l'a précisé, il s'agit de données préliminaires. Donc on est encore hier, on était encore dans l'analyse. Donc merci de ne pas diffuser les informations pour le moment. Donc comment est venue l'idée de cette enquête? Je vous apprends rien, hein, les prises en charge des atteintes digestives les problématiques des prises en charge sont anciennes. En effet, les traitements, je vais enlever ma bague, les traitements pour les troubles fonctionnels sont limités et la mobilisation des gastro-entérologues est vraiment hétérogène selon les régions. Les retours aujourd'hui ne sont pas encore tranchés sur l'impact du CAF-TRIO sur les symptômes digestifs et ça pourrait être vraiment différent selon l'âge. Et on voit qu'il y a peu d'évolution dans les données 2023 du registre français de la mucoviscidose. Et aussi, au niveau de la recherche, il y a un volet digestif qui est peu exploré encore actuellement. Et il y a peu de projets qui sont proposés dans le cadre de l'appel à projet recherche de Vaincre la muco. Donc c'est donc un sujet complexe, sans solution simple, mais qui devient de plus en plus prioritaire face à des patients qui vont mieux. Donc, le Conseil national et le Conseil médical ont proposé plusieurs pistes pour réfléchir justement comment avancer sur cette problématique-là. Et ce qui a émergé, en fait, c'est de commencer un état des lieux et d'organiser une journée pour justement échanger sur ce premier état des lieux. Hop. Donc, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place avec le groupe transplant. Pardon, j'étais dans les outils de transplant, donc je suis dans la transplantation. Le groupe de travail de la Société française de mucoviscidose, un hépatogastro-entérologue adulte, des soignants, des patients, des parents. Et je coordonne le projet et Marine est venue nous rejoindre dans le cadre de son projet de thèse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a constitué le COPIL en janvier, donc on a eu des réunions à peu près tous les mois. On a commencé par une première revue de littérature classique sur les symptômes digestifs, les effets du CAF-TRIO sur les douleurs abdos et la recherche de questionnaires validés sur les symptômes gastro-intestinaux. Alors ce qui est revenu quand même assez vite, on a repéré, je pense que beaucoup le connaissent, un score intéressant, le CF-EBD score, de Jochen Gemens, mais l'analyse des données était vraiment possible que par l'équipe allemande. Donc on a décidé de faire plutôt les enquêtes par nous-mêmes. Et aussi, afin de recueillir l'expérience des patients, on a organisé 2 ateliers participatifs, alors qu'on appelle Mucolab, lors de notre AG. Et on a interviewé aussi des patients et des parents dans le cadre d'un numéro spécial sur les douleurs, sur les problématiques abdominales dans notre magazine Vaincre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez bien, normalement vous l'avez bien reçu dans les CRCM. Et afin de recueillir des expériences, des enquêtes un peu plus consolidées, on a mis en place justement la construction, on a réfléchi à construire 2 enquêtes, une destinée pour les patients, une destinée pour les soignants. Et donc on les a construites pendant tout ce temps et elles ont été lancées et clôturées justement à la fin de l'année. Et nous vous présentons justement les premières analyses là aujourd'hui. Et la prochaine étape sera l'organisation d'une journée, alors qu'on appelle états généraux, mais c'est une journée d'échange qui aura lieu le 17 octobre 2025. Alors, au niveau de la méthodologie des enquêtes,
Nous avons construit 2 enquêtes, comme je vous l'ai dit, mais elles étaient quand même distinctes, mais avec des questions identiques pour pouvoir comparer un peu les réponses entre les patients et les soignants. Les patients étaient questionnés sur leurs symptômes digestifs sur 1 mois, donc c'était vraiment un délai assez court. C'est pas une enquête épidémiologique, c'était vraiment une photographie à un moment donné. Donc les questionnaires étaient anonymes et les enquêtes ont été validées par le comité d'éthique du CHU de Limoges. Elles ont été hébergées sur la plateforme Sphinx du CHU. Alors, on a préféré choisir la période, on a choisi la période justement de lancer les équipes en dehors des grandes vacances pour pas biaiser les réponses des patients. Et notre objectif, c'était 500 réponses de patients. Bon, on a eu 458. Et l'ensemble des centres de soins. On l'a diffusé un peu par les classiques, c'est-à-dire les réseaux sociaux de l'association, les CRCM qui ont diffusé l'enquête pour les patients et la filière pour l'enquête soignante. Et au niveau de l'analyse des enquêtes, donc l'analyse s'est faite avec l'appui du registre français de la mucoviscidose, avec Limoges, avec Jeanne Jeanne Langpin, Marine Collot, le service qualité et de Limoges et le COPIL. Là, on vous a montré un peu les trames des différents questionnaires. Donc, le tableau représente les questions chronologiques des questions qu'on posait au centre et aux soignants. Donc, globalement, en fait, on les a interrogés sur... Et là, quand vous voyez, si vous avez une seule ligne, c'était les questions identiques qu'on posait aux patients et aux soignants. Et donc, les principales questions concernaient les symptômes digestifs, l'impact sur la qualité de vie, l'orientation vers un hépatogastro-entérologue, les difficultés de prise en charge des soignants, les recours en cas de symptômes et des propositions sur les parcours et la recherche. Là, voilà, vous avez un exemple de questions qu'on fait sur la plateforme. Marine, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je reprends la parole pour vous présenter les principaux résultats de nos enquêtes. Tout d'abord, un point sur la description des centres de soins. Nous avons eu 40 réponses, tous centres de soins confondus, qu'il s'agit de centres adultes, pédiatriques ou mixtes, que nous avons représentés ici sur ce graphique. On a une part légèrement plus élevée de centres adultes ayant répondu au questionnaire. Nous avons comparé les données de notre enquête côté patient, avec un effectif de 458 réponses, avec celle du registre de la mucoviscidose de 2023, avec comme effectif 7688. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de données concernant l'âge moyen de nos patients dans l'enquête, car dans le questionnaire, nous avons fait le choix de proposer la question sous forme de tranche d'âge. Et c'est ce qu'on vous a représenté sur le graphique tout en haut à votre droite, avec en bleu clair la part de population inférieure à 18 ans ou moins, et en bleu foncé, la part de population supérieure à 19 ans ou plus. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 19-29 ans dans notre questionnaire, avec 18,3%. Une majorité de femmes ont également répondu à notre questionnaire. Globalement, les données de notre enquête sont fidèles à celles des données du registre. Cependant, 2 valeurs ont retenu notre attention. La part la plus élevée de patients cirrhotiques dans notre enquête, à 10,7% contre 3,7%, et au contraire, la part moins importante de patients insuffisants pancréatiques à 55,2% contre 79,5%. Peut-être qu'on peut expliquer cette différence de chiffres par une mauvaise formulation de notre part dans le questionnaire, ce qui rendait la question moins compréhensible pour les patients. Mais dans la littérature, pour vous tenir au courant, l'insuffisance pancréatique exocrine, c'est cité comme le principal facteur de risque de symptômes digestifs. Donc il ne faudra pas l'oublier dans le reste de la présentation. Sur le graphique représenté tout en bas avec les couleurs, nous avons eu 288 patients sur 458 qui ont déclaré avoir des symptômes digestifs sur les 4 dernières semaines auxquelles ils avaient répondu au questionnaire. Et 170 patients ont déclaré ne pas avoir du tout de symptômes digestifs. Alors sur ce premier graphique, il faut savoir que sur cette diapositive, tous les graphiques qui vont apparaître sont en effectif. Et donc sur ce premier graphique, nous avons représenté ceux qui déclarent avoir des symptômes digestifs, donc par la première courbe en rouge, et ceux donc, qui n'ont pas de symptômes digestifs par la deuxième courbe en vert, en fonction des différentes tranches d'âge.
nous constatons que les symptômes sont déclarés plutôt chez les adultes, comme vous pouvez le voir avec l'ascension, le pic de la première courbe rouge. Sur l'histogramme tout à droite sont représentés donc, ceux qui déclarent avoir des symptômes digestifs ou non, suivant le sexe, et 2 fois plus de femmes déclarent avoir des symptômes digestifs. Et enfin, sur ce dernier histogramme, nous avons représenté ceux qui présentent des symptômes digestifs ou non, suivant s'ils prennent des modulateurs ou non. Et nous voyons que même sous modulateur, les symptômes sont présents, même si moins fréquents. Pour les diapositives suivantes, nous les avons représentées en pourcentage. Sur cette diapositive, nous avons représenté les patients symptomatiques qui sont en couleur rouge et les patients non symptomatiques en couleur verte, suivant s'ils déclaraient des antécédents digestifs. Donc, globalement, ceux qui sont symptomatiques déclarent plus d'antécédents digestifs. Et ce qui ressort en priorité sont la part de diabétiques et d'insuffisance pancréatique exocrine, ce qui est, comme je me le répète, encore une fois, fidèle aux données de la littérature qui les cite comme principal facteur de risque de symptômes digestifs. Un patient sur 6 déclare ne pas avoir d'antécédents digestifs, c'est ce qu'on vous a entouré tout au bout à droite. Dans cette diapositive, nous avons représenté les principales problématiques digestives déclarées par les patients sur les 4 dernières semaines. Dans le questionnaire, nous avons fait le choix de proposer un large panel de problématiques digestives. On vous les a toutes représentées ici. Il y en a 5 principales qui en ressortent, qui sont les flatulences, les ballonnements abdominaux, les selles malodorantes, les douleurs abdominales et les selles grasses. Nous avons comparé ces 5 principales problématiques digestives déclarées par les patients avec celles déclarées par les soignants. Il s'agit essentiellement de symptômes digestifs bas qui sont globalement tous similaires. Les soignants ont globalement une bonne perception des symptômes les plus préoccupants pour leurs patients. Par contre, nous voyons que les douleurs abdominales arrivent en 4e position chez les patients, alors qu'elles arrivent en 1re position chez les soignants. Dans cette diapositive, nous avons représenté l'impact des problématiques digestives sur la qualité de vie des patients donc, au cours des 4 dernières semaines. Donc, pareil, nous avons fait le choix de proposer un large panel d'impact sur la qualité de vie, qu'on vous a tous représenté ici sur cette diapositive, qu'on a aussi classé par ordre de fréquence pour que ce soit plus visible, plus lisible pour vous. Et nous avons été surpris des résultats, car ce qui ressort en premier, donc, ce sont la fatigue et ou la faiblesse généralisée, qui peut être en lien notamment avec la gêne occasionnée par les gaz malodorants, qui ressort en 3e position. Et au final, on voit qu'il y a un impact moins important sur l'activité professionnelle scolaire, l'activité physique et les loisirs et la vie sociale. À la question, lorsque vous allez au centre de soins, est-ce que vous abordez vos problématiques digestives avec un soignant du centre? 80% des patients affirment que oui. Donc, au final, un patient sur 5 n'en parle pas. Et à la question tout à droite, est-ce qu'une prise en charge spécialisée et ou une consultation d'hépatogastroentérologue a-t-elle été proposée par l'équipe? Seuls 39% des patients répondent oui. Et 39% que vous voyez, ce sont les parties assurées en vert et en rouge. Donc, il est difficile de proposer une prise en charge à des personnes qui ne parlent pas de leurs problématiques. C'est ainsi que, du coup, dans l'histogramme, avec la partie assurée, nous avons cherché à comparer si les patients ont davantage une proposition de prise en charge, suivant s'ils parlent ou non de leurs symptômes digestifs. Globalement, comme vous pouvez le voir, quand ils parlent de leurs problématiques digestives, il y a davantage une prise en charge proposée. On est à 44% contre 19%. Mais ça reste quand même proposé dans moins de la moitié des cas. Concernant l'orientation vers un professionnel, les chiffres sont frappants car nous trouvons exactement les mêmes qui ressortent entre les patients et les soignants. Donc, comme nous avons vu, seuls 39% des patients sont adressés à un professionnel, ce qui fait que 61% des patients n'ont pas de prise en charge proposée. On leur a posé la question aux 61% qui n'ont pas eu de prise en charge proposée s'ils auraient aimé avoir cette prise en charge. Le résultat reste mitigé avec 55% de patients qui répondent oui et 45% qui répondent non.
Mais il faut savoir que dans ce pourcentage total, il y a aussi des patients qui se disent asymptomatiques. Et donc du côté des soignants, on retrouve le même chiffre, 61% des centres n'adressent pas systématiquement leurs patients, même en cas de symptômes digestifs. Au vu du faible pourcentage de patients adressés, nous nous sommes donc intéressés aux difficultés que pourraient rencontrer les soignants. Et voici ce qui en ressort. 70% déclarent avoir des propositions thérapeutiques limitées, 45% rencontrent des difficultés pour établir un diagnostic, 38% rencontrent des difficultés d'accès à une consultation spécialisée et également se heurtent à une réticence des patients pour certains examens invasifs. 10% rencontrent des difficultés d'accès à un examen spécifique et 13% ont coché la proposition autre qui a débouché sur une question ouverte. Et dans cette question ouverte, il y a seuls 2 centres qui déclarent ne pas avoir de difficultés. D'autres ont déclaré qu'il y avait peu de solutions thérapeutiques ou encore que les examens non invasifs comme l'analyse des selles n'étaient pas effectués par les patients. Et là, on vous a représenté les difficultés rencontrées par type de centre. Globalement, comme vous pouvez le voir, ce sont les centres adultes qui sont le plus en difficulté, sauf concernant les propositions thérapeutiques limitées, ou ce sont les centres pédiatriques qui ont un taux plus élevé. Pour clôturer sur la partie résultats, donc du côté des patients, en fait, il y a 84 patients sur les 458 répondants qui ont affirmé avoir eu une ou plusieurs consultations ou traitements au régime spécifique, soit par leur propre choix, soit par orientation d'un professionnel. Nous avons fait le choix pour cette diapositive de revenir en effectif parce que si on vous présentait en pourcentage, c'était des pourcentages minimes, mais c'était moins lisible. Et donc, on a comparé les principaux recours des patients avec les principaux recours des centres. Donc, concernant les 3 principaux recours à une consultation, pour les patients, on retrouve le diététicien du centre, le psychologue du centre, suivi à égalité du médecin nutritionniste et du kinésithérapeute du centre et de ville. Côté soignant, on retrouve exactement les mêmes recours, sauf le kinésithérapeute qui n'apparaît pas en 3e position. Les 3 principaux recours à un traitement au régime pour les patients sont les laxatifs, suivi des inhibiteurs de la pompe à protons et des probiotiques. Et pour les soignants, on retrouve en premier les probiotiques, puis les compléments alimentaires et le régime sans lactose. Et enfin, concernant les 3 principaux recours aux médecines alternatives, côté patient, on retrouve l'ostéopathe en première position, puis l'acupuncteur et enfin l'hypnothérapeute. Et côté soignant, on retrouve également l'ostéopathe en première position, l'hypnothérapeute en 3e position, on a juste l'acupuncteur qui est remplacé par le sophrologue. Alors, on a sollicité justement les patients et les parents et les soignants sur leurs propositions sur l'amélioration des parcours de la recherche. On a eu beaucoup de propositions, donc je vais vous en citer quelques-unes. Il y a eu vraiment une forte attente, vraiment commune patients-soignants sur un questionnaire d'évaluation spécifique sur les symptômes digestifs. C'est vrai que ça, on ne vous l'a pas présenté dans l'enquête, mais on sollicitait les soignants pour savoir s'ils utilisaient une échelle spécifique pour évaluer les douleurs. Et très peu de centres nous avaient répondu positivement. Globalement, il n'y avait pas d'utilisation d'échelle spécifique pour évaluer les symptômes. On a eu aussi des propositions pour travailler sur d'autres marqueurs que la stéatorée et l'élastase fécale pour la malabsorption. Marine, tu l'as cité, mais il y avait un centre qui expliquait que justement les patients adultes étaient quand même assez réticents pour faire les examens des selles. Donc c'est vrai que ça c'est un peu du quotidien des équipes adultes aussi. On a eu bien sûr des propositions pour essayer de réfléchir à des solutions, des traitements pour améliorer les flatulences, parce que comme vous, Marine, vous l'a présenté, c'est quand même un des premiers symptômes qui est cité le plus important pour les patients. On a eu aussi des suggestions pour travailler sur la disponibilité des extraits pancréatiques. C'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même une problématique de pénurie, donc c'est un sujet auquel VLM est déjà mobilisé. On a eu aussi des propositions en tout ce qui concerne les médecines complémentaires qui restent encore à étudier. Donc, il y a eu des citations sur la kiné viscérale, l'hypnose, l'ostéopathie. Plus d'écoute aussi sur le ressenti des patients. Ça, c'est revenu très, très fort. De l'éducation thérapeutique sur les douleurs abdos. Et des propositions un peu plus classiques sur le microbiote intestinal, la greffe fécale et une proposition d'une pompe à extrait pancréatique comme une pompe. Voilà.
Alors, que pouvons-nous retenir des premières analyses? Donc, ce qu'on voit, c'est que les symptômes digestifs sont très fréquents. Donc, 63% de la population a interrogé, avec un minimum de 43%. Donc là, c'était les 13-18 ans. Et 80%, donc là, c'était les plus de 50 ans. Mais clairement, on ne descend pas en dessous de 43%, même sur l'ensemble de la population qui a répondu. Il est plus fréquent chez les adultes et les femmes. Il est surtout digestif basse, donc avec les flatulences, 80% des patients se plaignent en symptôme numéro 1 de flatulence. Il est présent même sous modulateur, même moins fréquent. Le principal impact qu'on n'imaginait pas sur la qualité de vie, c'est la fatigue, pour plus de 65%. Et globalement, on voit qu'il y a une évaluation globalement superposable entre les équipes et les patients sur les principaux. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a 80% des patients qui évoquent leurs symptômes digestifs aux équipes, mais justement, une prise en charge spécifique est proposée qu'à 39% d'entre eux. Donc ça, il faut vraiment le mettre en parallèle justement avec les difficultés évoquées par les soignants. Donc seulement 2 CRCM qui déclarent ne pas avoir de problématique de difficulté à la prise en charge des troubles digestifs chez les patients. 44% des CRCM adultes qui n'ont pas des patho-gastro-référents. 70% des centres qui sont limités dans les propositions thérapeutiques pour tout ce qui concerne les troubles fonctionnels, et 45% qui rencontrent des difficultés pour établir un diagnostic. Au final, les enquêtes ont confirmé donc l'importance des problématiques digestives pour les patients, les différences qu'il peut y avoir justement des problématiques entre la pédiatrie et l'adulte. Et globalement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de propositions thérapeutiques. Donc, face à vraiment ce constat qu'on voulait justement objectiver, on vous propose de réfléchir à une journée le 17 octobre où on pourrait justement réfléchir à avancer sur ce-là. On envisage par exemple des témoignages croisés de patients, de soignants. On souhaiterait justement faire intervenir une personne autour des troubles fonctionnels, parce qu'on voit que c'est quand même avec justement un topo sur le côlon irritable, et des ateliers collaboratifs aussi sur la réflexion sur des pistes d'action pour améliorer la prise en charge au niveau des soins et au niveau de la recherche. Et voilà. Et merci aux patients, aux parents, aux équipes soignantes, aux copiles, au registre et à la filière.